Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans la pensée d'une philosophe politique absolument essentielle, Hannah Arendt. Et on va le faire à travers son analyse d'une crise qui a véritablement fait trembler les fondations d'une république. Alors voilà, tout commence avec cette histoire, les fameux Pentagon Papers. Une fuite de documents qui a révélé des décennies de mensonges du gouvernement américain sur la guerre du Vietnam. Pour Hannah Arendt, ce n'était pas juste un scandale de plus. C'était le symptôme d'un danger tout à fait nouveau pour la politique moderne. Et c'est là que ça devient vraiment vertigineux. La question qu'Arendt va poser est terrifiante. Elle ne s'intéresse pas tant aux mensonges qu'on adresse à l'ennemi, ou même au public. Non, elle explore une possibilité bien plus sombre, celle d'une auto-intoxication, d'une supercherie organisée au plus haut sommet de l'État, qui finit par convaincre ses propres auteurs. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Cette première partie, elle se concentre sur le scandale politique qui a servi de point de départ à toute la réflexion d'Arendt. Et Arendt le dit avec ses propres mots. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que le problème est bien plus profond qu'une simple série de mensonges. C'est que le gouvernement américain s'est retrouvé complètement piégé par le récit qu'il avait lui-même construit. Prisonnier de sa propre image, au point d'être incapable de voir la réalité en face. Ok, maintenant qu'on a le contexte, voyons comment Arendt décortique tout ça. On passe de l'événement à l'analyse pour comprendre ce nouveau type de mensonge politique. Et voilà ce qui est radicalement nouveau pour Arendt. Dans cette affaire, l'objectif n'était plus de faire un petit trou dans la réalité pour cacher un fait gênant. Non, l'objectif était de construire une réalité alternative, une sorte de monde parallèle cohérent pour les décideurs eux-mêmes. Un monde où l'image compte plus que les faits. Arendt a un nom pour ça, la fabrication d'images. Elle explique que les experts de Washington, qui étaient censés être des problem solvers, des gens qui résolvent les problèmes, sont devenus des image makers, des fabricants d'images. Leur obsession, ce n'était plus la situation réelle au Vietnam, mais l'image de la puissance américaine dans le monde. Cette comparaison, elle est cruciale. Le mensonge traditionnel, disons, est tactique. C'est un outil temporaire. Le mensonge moderne, lui, est bien plus dangereux. Il ne se contente pas de masquer la réalité, il prétend la remplacer. Et le pire, c'est qu'il finit par piéger celui qui ment. Il devient une politique à part entière. Et si on cherche une preuve de ça, ce chiffre est saisissant. Arendt cite une note interne de 1965. Elle révèle que 70% de la motivation américaine au Vietnam était d'éviter une défaite humiliante. Autrement dit, un objectif qui repose entièrement sur l'image et non sur une quelconque réalité stratégique ou politique. Alors, face à une machine pareille, qui s'auto-intoxique avec ses propres mensonges, que peuvent faire les citoyens? C'est la suite logique de la réflexion d'Arendt. La question est immense, n'est-ce pas? Si les canaux habituels de la démocratie sont corrompus par le mensonge, quelle forme d'action reste-t-il? Pour Arendt, une des réponses possibles, c'est la désobéissance civile. Mais attention, Arendt en donne une définition très précise. Il ne s'agit pas juste de protester dans son coin. Non, c'est un acte politique, réfléchi et surtout collectif. Et ces critères sont vraiment importants. Pour Arendt, la désobéissance civile, ce n'est pas refuser la loi en général, c'est la contester publiquement, au grand jour, pour en appeler à son esprit. C'est un acte de parole politique qui vise à persuader le reste des citoyens et qui, en acceptant la sanction, montre son respect pour le cadre légal dans son ensemble. Et là, on arrive vraiment au cœur du réacteur de la pensée d'Arendt, avec une distinction qui peut paraître surprenante au premier abord, mais qui est absolument fondamentale. Oui, on a bien entendu, des opposés. Alors que dans la pensée politique classique, on imagine souvent la violence comme le prolongement du pouvoir, sa manifestation ultime, Arendt, elle, renverse complètement la table. Regardons ça de plus près. Pour elle, le pouvoir, le vrai, ce n'est pas la domination. C'est notre capacité à nous rassembler et à agir ensemble, de concert. Il naît de la pluralité. La violence, à l'inverse, c'est un instrument, un outil. Elle peut être efficace pour tout détruire, y compris le pouvoir. Mais elle est incapable de créer quoi que ce soit de durable. Cette phrase, elle résume tout. Un régime qui a besoin de la violence en permanence pour se maintenir n'est pas un régime puissant. C'est au contraire un régime qui a perdu ce qui est la source même du pouvoir, le consentement et la capacité d'agir ensemble. Donc, le point crucial, c'est celui-ci. Pour Arendt, quand la violence augmente en politique, ce n'est pas un signe de force. C'est le symptôme d'un pouvoir qui s'effondre. C'est un aveu de faiblesse. Bon, pour finir, remettons toutes les pièces du puzzle ensemble. Le mensonge, la désobéissance, le pouvoir, voyons pourquoi cette analyse reste si terriblement pertinente pour nous aujourd'hui. Voilà la dynamique que Arendt nous dessine. Tout commence avec le mensonge organisé, qui ronge, qui corrode le monde factuel qu'on a en commun. Face à ça, la désobéissance civile peut apparaître comme une tentative de réparer ce tissu commun. Et finalement, la réponse de l'État, par le dialogue ou par la violence, devient le test ultime de sa légitimité.
En fait, ce que Arendt nous a laissé, ce n'est pas juste une analyse historique, c'est une véritable boîte à outils conceptuelle, des instruments pour diagnostiquer la santé de nos propres démocraties face aux défis actuels de la désinformation et de la crise de confiance. Et on va se quitter là-dessus avec cette question qui prolonge l'avertissement d'Arendt jusqu'à notre époque. C'est le défi qu'elle nous laisse. Comment fait-on pour préserver un espace de réalité partagée? Cet espace sans lequel l'action politique et finalement notre liberté deviennent tout simplement impossibles.